Je m'appelle Clarabelle Torneau. Le soir où ma sœur m'a dit d'aller m'asseoir à une autre table parce que je n'étais pas de la vraie famille, les rires ont éclaté autour de moi, puis on m'a fait glisser l'addition de 3500 €. Je l'ai réglé en silence, les mains tremblantes, mais au fond de moi quelque chose s'est brisé pour toujours. Le tintement des couverts et le murmure des conversations emplissaient le restaurant, mais pour moi tout s'est brouillé après les paroles d'Hélène. Ma chaise a raclé doucement le sol quand je me suis levée, veillant à ne pas montrer que mes genoux flageolaient. J'ai parcouru les quelques pas jusqu'à une table près du bar. Le claquement de mes talons rythmait les chuchotements et les regards en coin de parfaits inconnus qui avaient compris l'humiliation. Je me suis assise seule, les mains croisées sur les genoux, sentant le poids de leurs regards plus lourd que le lustre suspendu au-dessus de moi. De là où j'étais, je les entendais encore. Victor se vantait de ses placements. Harold riait d'une histoire déjà répétée 1000 fois. Marguerite félicitait Hélène pour son choix de vin. Leur rire a enflé de nouveau, comme si m'écarter n'avait été qu'un divertissement. Quand les assiettes furent débarrassées et que les fourchettes à dessert heurtèrent la porcelaine, je me suis préparée au dernier coup. Le serveur s'est approché, hésitant, avant de poser l'addition devant moi. 3500 €. Mon souffle s'est bloqué. Hélène s'est adossée à sa chaise, un sourire calculé aux lèvres. Vas-y, Clarabelle. Considère ça comme un petit merci pour toutes les années où nous t'avons gardé sous notre toit. Mes doigts tremblaient quand j'ai glissé ma carte bancaire dans l'étui. Ma signature a vacillé sur le reçu. J'ai forcé un sourire au serveur pour masquer la brûlure qui me montait à la poitrine. En lui rendant le dossier, j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Leur rire. L'addition. Le triomphe dans les yeux d'Hélène. Tout s'est gravé comme une cicatrice. Je suis partie la tête haute. Mais à l'intérieur, un serment tranchant comme du verre brisé s'est formé, plus jamais il ne déciderait de ma valeur. J'ai grandi avec la certitude de ne pas appartenir à cette famille. Pour les 16 ans de Victor, une voiture neuve brillait dans l'allée, les voisins rassemblés pour l'admirer, pendant que je marchais des kilomètres jusqu'au lycée, les chaussures laissant passer la pluie. Hélène recevait des robes enveloppées de papier de soie, couleurs éclatantes, intactes. Moi, j'enfilais des vêtements qui sentaient le renfermer, les coutures déjà usées avant même de toucher ma peau. Quand je demandais ce que je pourrais étudier, ce que je pourrais devenir, on ne m'offrait jamais d'encouragement. Seulement, sois déjà reconnaissante d'avoir un toit. Sans Éléonore, j'aurais peut-être fini par croire leur version des faits. C'était la seule qui me voyait vraiment. La seule présente à ma remise de diplôme. Elle m'avait tendu un livre, sa voix ferme dans le brouhaha du gymnase. Personne n'a à te donner ta valeur, Clarabelle. Tu la construiras toi-même. Cette phrase est restée en moi comme une graine survivant à chaque humiliation. Éléonore intervenait rarement, mais son regard était toujours là, vif, attentif, comme si elle enregistrait chaque blessure. Il me rappelait que je n'inventais rien. Ce soir-là, au restaurant, je comptais disparaître dès l'addition réglée. Mon humiliation me semblait complète. Mais le grincement de la chaise d'Éléonore a figé la salle. Elle s'est levée, droite, sa voix emplissant l'espace. Je ne resterai pas assise une seconde de plus à vous regarder démolir Clarabelle. Le silence est tombé. Les fourchettes sont restées suspendues. Elle a sorti une enveloppe scellée de son sac. J'ai signé un nouveau testament hier. Chaque propriété, chaque société, chaque part reviendra à Clarabelle. Aucun de vous n'héritera. Les mots ont éclaté comme la foudre. Le verre de Victor a glissé de sa main et s'est brisé au sol. La mâchoire d'Hélène s'est décrochée sous le choc. Harold et Marguerite ont pâli. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que mon corps ne pouvait contenir une telle déflagration. En un instant, le restaurant élégant n'était plus un lieu de lustre et de verre à vin. C'était une arène. Et je n'étais plus repoussée à la marge. J'en étais devenu le centre, l'œil d'une tempête qui couvait depuis des décennies. L'annonce d'Éléonore s'est répandue comme un incendie. En quelques jours, mon téléphone a été submergé. Les messages de Victor sont arrivés les premiers, menaces sèches devenant accusations. Puis ceux d'Hélène, dégoulinant d'indignation venimeuse. Un soir, la voix de Victor a claqué au téléphone. Clarabelle, cette mascarade ne tiendra pas. Nous irons au tribunal. Tu ne nous as pas assez humiliés? Maintenant tu veux nous dépouiller? J'étais seule dans mon appartement à Nantes, la lumière des réverbères traçant des lignes pâles sur les murs. Ces mots faisaient mal, non parce qu'ils me surprenaient, mais parce qu'ils confirmaient ce que j'avais toujours été pour eux, la coupable idéale. L'enfant adoptée devenue voleuse sous le regard public. La presse à scandale n'a pas tardé. Les couvertures titraient. La fille adoptive s'empare de la fortune. Oh!
Ange ou manipulatrice? Des photographes me suivaient au supermarché, devant mon bureau. Chaque cliché devenait une arme pour nourrir le récit qui les arrangeait. Des inconnus disséquaient ma vie avec jubilation. Leurs commentaires formaient un cœur de jugement. Le premier vrai coup est tombé quand j'ai appris que Victor avait engagé un détective privé pour fouiller chaque recoin de mon passé. Le second a suivi aussitôt. Hélène, perchée sur le plateau d'une émission télévisée, La Voix brisée, affirmait devant des millions de téléspectateurs que j'avais manipulé la fragilité d'Éléonore. L'animateur hochait gravement la tête. Le public murmurait, compatissant. Depuis mon appartement à Nantes, je me sentais comme la méchante d'une pièce écrite par d'autres, prisonnière d'un scénario qui n'était pas le mien. Puis est venu le tournant inattendu. Un après-midi, Éléonore m'a fait appeler dans son bureau, dans sa maison au bord du lac d'Annecy. Des dossiers couvraient son bureau, lourds d'encre et de preuves. Elle m'a tendu une chemise. « Clarabelle, tu dois voir cela. » Sa voix était basse. « Harold et Marguerite ne se sont pas contentés de te maltraiter. Ils t'ont volé. 600 000 € que tes parents avaient laissés pour ton éducation. Ils ont tout dépensé. » Je parcourais les relevés, la poitrine serrée à chaque ligne. Frais de scolarité pour l'école privée de Victor. Billets d'avion pour les voyages européens d'Hélène. Rénovation de la maison familiale. Tout puisé dans l'argent qui m'était destiné. Pendant des années, je m'étais demandé si j'exagérais, si mes blessures étaient imaginaires. Mais face aux chiffres, la vérité éclatait. Je n'avais pas seulement manqué d'amour. On m'avait dépouillé dès la mort de mes parents. Le lendemain matin, je me suis assise près d'Éléonore. Ses mains tremblaient autour de sa tasse de thé. Sa voix était plus fine. La question m'avait brûlé toute la nuit. Depuis combien de temps le sais-tu? Son soupir portait des années de silence. 2 ans. J'ai demandé à mon avocat d'enquêter discrètement. Je ne pouvais accuser sans preuve. Clarabelle, il ne s'agit pas seulement d'argent. Ils ont bâti leur vie sur ce qui t'appartenait. Je refuse de quitter ce monde en laissant ce mensonge debout. Son regard ne vacillait pas. Puis elle a ajouté, simplement. Les médecins parlent d'un cancer du pancréas, stade 4. Il me reste peu de temps. Avant de partir, je veux justice pour toi. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que toutes les insultes de Victor ou d'Hélène. Le soulagement d'avoir été vue entrait en collision avec la peur de la perdre. Elle a serré ma main, fragile mais déterminée. Nous le ferons ensemble. Une conférence de presse. Tous les documents. Tout sera exposé. Tu ne te tairas plus. Pour la première fois depuis des décennies, l'espoir a dépassé la douleur. Cette fois, le monde m'entendrait. La pluie ce matin-là ressemblait à un avertissement, fine et glacial contre mon manteau. Quand Éléonore et moi sommes entrés dans la salle comble, les caméras clignotaient comme une constellation hostile. Les micros se tendaient vers nous. Je me suis assise près d'elle, les doigts crispés sur l'accoudoir, tandis que Maître Caldwell disposait les documents face aux objectifs, relevés bancaires, virements notariés, expertise médicale confirmant la lucidité d'Éléonore. Quand elle a pris la parole, sa voix était plus ferme que je ne l'étais moi-même. Elle a nommé les petites cruautés répétées durant des décennies. Puis elle a poussé les papiers vers les journalistes et déclaré que l'argent destiné à mon éducation avait été détourné. La salle retenait son souffle. Pour une fois, la blessure privée devenait preuve publique. La porte s'est alors ouverte brusquement. Hélène est apparue, le mascara coulant sur ses joues, l'indignation théâtrale. Elle m'a pointé du doigt, accusant à voix haute, désespérée. Les caméras ont capté chaque tremblement. Au lieu de céder, Éléonore s'est penchée vers moi. Tu vois? Ils se détruisent eux-mêmes. Le mot a claqué comme une étincelle dans l'obscurité. La vidéo de l'explosion d'Hélène s'est propagée avant le dîner. Les réseaux sociaux se sont remplis d'inconnus me soutenant, tandis que d'autres cherchaient la moindre tâche. 3 jours plus tard, l'avocat de la famille a déposé plainte, m'accusant de pression abusive et de manipulation. Le récit s'est inversé. La victime devenait suspecte. Puis les rumeurs ont commencé. Un prétendu rendez-vous avec un riche client. Des insinuations sans preuve. Des titres venimeux. Chaque article, un coût calculé. Un soir, une voix anonyme m'a averti de renoncer, sinon je serais exposée. Mes mains tremblaient, pas seulement de peur, mais d'une colère longtemps contenue. Maître Caldwell étalait nos preuves sur la table basse d'Éléonore. Ils créeront du bruit. Nous répondrons par des faits. En regardant Éléonore se reposer, le souffle court mais le regard intact, j'ai compris ce pourquoi nous luttions, pas pour l'argent, mais pour la vérité sur celle que j'avais toujours été. Cette fois, je ne me tairai pas.
Le palais de justice brillait sous le soleil. Mais à l'intérieur, l'air était si lourd qu'on aurait pu le trancher. J'ai conduit le fauteuil roulant d'Éléonore jusqu'à notre table. Maître Caldwell marchait à nos côtés, présence calme et assurée. En face, Harold, Marguerite, Victor et Hélène. Costumes impeccables. Regards aiguisés. Leur avocat s'est levé le premier, voix lisse et tranchante. Il m'a décrite comme une manipulatrice, un parasite profitant de la fragilité d'une vieille femme. Elle a exploité la faiblesse de madame et, a-t-il déclaré, déformant son jugement pour voler ce qui ne lui appartenait pas. La salle était suspendue à ces mots. Elle a exploité la faiblesse de madame et, répéta l'avocat, son regard me transperçant comme pour me défier de nier. Chaque mot attisait à la fois ma colère et mon chagrin. Pourtant, la vérité était plus simple, je n'avais jamais voulu leur argent. Je voulais être reconnu. Je voulais justice. Maître Caldwell se leva avec un calme méthodique. Il empila les dossiers, ouvrit chaque classeur face au tribunal. Les relevés bancaires retraçaient le détournement des 600 000 euros, retirés puis redirigés pour payer la scolarité privée de Victor, les voyages d'Hélène, le confort d'Harold et de Marguerite. Des témoins racontèrent les années d'indifférence, les humiliations répétées. Puis vinrent les dossiers médicaux, preuve claire de la pleine lucidité d'Éléonore au moment de signer son testament. Mais ce fut la vidéo qui fit basculer la salle. À l'écran, Hélène hurlait devant les journalistes. « Cet argent nous revient. Nous l'avons élevé. » Les mots résonnèrent comme un aveu. Je la vis pâlir face à sa propre image, les lèvres tremblantes. Je me levai à mon tour. Ma voix était fragile, mais elle se raffermissait à chaque phrase. Je ne suis pas ici pour voler qui que ce soit. Pendant 30 ans, j'ai été invisible dans la seule maison que j'avais. Écarté des photos de famille. Moqué dans des vêtements usés. Privé même d'une simple aide pour mes études. Pendant ce temps, l'argent que mes parents m'avaient laissé servait à leurs propres enfants. Aujourd'hui, je ne demande qu'une chose, être reconnu comme quelqu'un digne de justice. Le silence fut immense. Je percevais les battements de mon cœur, mais je ne vacillais pas. La juge Morel se pencha en avant. Ses cheveux argentés brillaient sous les néons, son regard tranchant. Après examen des preuves et des témoignages, le tribunal déclare le testament valide. La succession est attribuée en totalité à Clarabelle Torneau. Harold et Marguerite sont condamnés à restituer les 600 000 euros détournés, majorés d'intérêts, portant le total à 1,8 million d'euros. L'audience est levée. Le marteau frappa. Un coup de tonnerre. Une délivrance. En face de moi, Harold s'effondra sur sa chaise, comme écrasé par le poids des années. Marguerite enfouit son visage dans ses mains. Victor baissa la tête, toute arrogance dissoute. Hélène, elle, bondit. Non. C'est un mensonge. C'est une sangsue. Les huissiers la saisirent tandis qu'elle se débattait, ses cris se perdant dans le couloir. Je restai immobile, les larmes coulant librement, serrant la main fragile d'Éléonore. Elle tourna son visage vers moi. Tu as gagné, ma chère. Et tu l'as mérité. Ces mots emplirent le silence laissé par leur défaite. Pour la première fois, je sentis la balance pencher entièrement de mon côté. La justice avait parlé. Et elle portait mon nom. Le verdict se propagea comme une onde de choc. Bientôt, toute la ville semblait vibrer de mon histoire. Les kiosques affichaient ma photo en une. La fille adoptive gagne son procès, la justice l'emporte sur une famille aisée. La photographie montrait une femme droite, les mains jointes avec détermination, non plus un fardeau, non plus une opportuniste, mais quelqu'un qui avait parlé et été entendu. Les journaux télévisés rediffusaient des extraits du procès. La scène où Hélène criait face aux caméras passait en boucle, symbole d'une arrogance qui s'effondre. Pour la première fois, le public ne riait pas de moi. Il m'écoutait. Lorsqu'une chaîne régionale m'invita pour un entretien en direct, la peur familière revint brièvement. Les caméras avaient si souvent déformé mon histoire. Mais cette fois, les mots viendraient de moi. Sous les projecteurs du studio, je parlais simplement. Le plus difficile dans ce combat n'était pas l'héritage. C'était de vivre sous un toit où je n'étais jamais considérée comme une fille. Chaque jour, on me rappelait que j'étais étrangère. Cette décision ne rend pas seulement l'argent volé. Elle rend la dignité. Pas seulement la mienne, mais celle de chaque enfant à qui l'on a fait croire qu'il valait moins parce qu'il était adopté. Un silence vibrant envahit le plateau. Puis les applaudissements montèrent, se répandant dans les foyers à travers l'écran. Les jours suivants, les lettres affluèrent. Des adoptés. Des enfants placés. Des adultes ayant vécu dans l'ombre. Tous écrivaient la même chose.
Merci d'avoir dit ce que nous ne pouvions pas dire. En quittant le studio, mes épaules étaient plus légères que jamais. Un poids porté pendant des décennies venait de tomber. Le passé n'avait pas changé. Mais je l'avais nommé. Et je refusais désormais de me taire. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de signatures, de dépôts juridiques et de gros titres. Mais derrière la tempête médiatique, une vérité plus intime demeurait, Éléonore s'éteignait. Ses pas ralentissaient. Son souffle se faisait plus court. Son corps, chaque jour, plus fragile. Je passais des heures à son chevet. L'odeur de lavande flottait dans la chambre, émanant des petits sachets posés sur sa commode. Elle dormait souvent. Mais lorsqu'elle ouvrait les yeux, la flamme qui avait porté sa voix au tribunal brillait encore. Un soir, elle chercha ma main. Ses doigts étaient frais, mais fermes. Clarabelle, murmura-t-elle d'une voix fine mais sûre, ne les laisse jamais te définir. Tu es mon héritage. Pas pour ce que je t'ai laissé, mais parce que tu as trouvé la force de te battre quand il voulait te réduire au silence. Les larmes coulaient sur mes joues tandis que je me penchais vers elle, respirant le parfum familier de ses cheveux argentés, doux contre ma joue. Je lui ai promis de porter ses mots toujours, de lui rendre hommage non par l'argent, mais par la vie que je construirais. Quelques nuits plus tard, elle s'est éteinte dans son sommeil. Son visage était paisible. Sa main reposait encore dans la mienne. La douleur fut brutale. Mais sous le chagrin battait quelque chose de plus fort, la certitude qu'elle m'avait légué bien davantage qu'une fortune. Elle m'avait offert une force immense, et la permission de vivre non pas définie par leur cruauté, mais par ma propre résilience. Un an plus tard, je me tenais dans la tour de verre de la Fondation Éléonore. L'association que j'avais créée en son honneur pour protéger les enfants placés, ceux qu'on avait mis de côté comme on m'avait mise de côté autrefois. Sur les murs, des photographies d'enfants souriants irradiaient d'espoir. Les journaux ne me présentaient plus comme la fille adoptive avide d'héritage. On parlait désormais d'une dirigeante. D'une femme ayant transformé ses cicatrices en force. Un magazine économique titrait même Clarabelle Torno, la femme qui a transformé la douleur en héritage. Quant à mon ancienne famille, Harold et Marguerite vendirent tout et se retirèrent dans un petit appartement. Le mariage de Victor se brisa sous le poids des dettes. L'entreprise d'Hélène s'effondra en faillite, son nom terni. Un jour, elle m'envoya un courriel. Elle demandait pardon. Elle demandait de l'argent. Je l'ai supprimé sans hésiter. Ils s'étaient détruits eux-mêmes, consumés par leur avidité. Un soir, debout sur le balcon de mon appartement à Nantes, le soleil couchant baignait la ville d'or. Les mots d'Éléonore murmurèrent en moi. La plus douce des victoires n'est pas de les détruire. C'est de bâtir la vie qu'ils te croyaient incapables de créer. Et je savais que c'était exactement ce que j'avais fait. He's ready for calm. Oh, yeah, I'm Oh ready, my guys. god, I'm scared. Look at this. Oh my god. Bob. Oh. Poor woman can't scream. I can't scream. I know, guys. I know. This is stupid. This is so stupid. That round was all you. That was Another all point me. for women. That was all me. I did some Okay. damage. Yes. I did that. That smoke. That smoke was peak. Support woman. Yeah, we Are support you women. EQing? What's happening? It's because you guys. We are could do here. another one. It was all due to your land. Oh, we don't. We don't. Oh, we don't want that. Oh. Oh no, it's okay. Wait, Probably supported woman around here, but Are we play again or what? is my thing? You don't. You guys don't want to support women? Oh, yeah, what wait. the heck? Oh, Nancy, why'd you say that? I'm What? just cute. I'm just cute. Can't be I'm actually the going rough, biggest woman bruh. supporter here, Peak just for that to be blunder. known to everybody, Wow. just in case, no confusion. I got 3 kills, a big 3. Informative. Big I'll pay for your 3. guys' pad, don't worry. It's singular. Anybody's pad. What? Singular pad on him. Harsh, A let me know. singular one. Yeah, I'll let you know. Yeah. I support women, not a woman. What? I support all women. Now I'm self-conscious about how loud I'm being, guys. Like, I really don't know. Like, am I, like, screaming or no? Like, am I... What do I do?